Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos côtés et merci de nous suivre. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté, je suis journaliste indépendant. Dans un contexte où le logement social doit se réinventer, deux organismes du Grand Sud-Ouest de familles HLM différentes proposent aujourd'hui un nouveau modèle de coopération entre acteurs en territoire. Il la positionne comme une réponse innovante et vertueuse au mouvement de concentration de l'habitat social. C'est ce que nous allons comprendre ensemble aujourd'hui. Et sans plus attendre, je me tourne vers vous, messieurs, et je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jean-Luc Gors, directeur général d'Aquitanis, l'Office public de l'habitat de Bordeaux Métropole. Nous comptons aujourd'hui 21 000 logements où vivent 41 000 habitants. Nous intervenons sur la métropole bordelaise, mais également aussi sur toute la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de notre activité d'aménagement. Notre chiffre d'affaires 2019 se chiffre à 100 millions d'euros. Bonjour, je suis Emmanuel Picard, directeur général de Mesolia, qui est une entreprise sociale pour l'habitat. Nous gérons plus de 21 000 logements sur le territoire du Grand Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Nous sommes une filiale du groupe Toit Girondin, qui est un organisme d'habitat social local, indépendant, et également du groupe Arcade Vive, qui est le quatrième grand groupe national du logement social, qui compte 172 000 logements et qui a une originalité, c'est d'être un groupe horizontal qui est constitué par des sociétés régionales autonomes sur leur territoire. Un chiffre d'affaires pour Mesolia de 124 millions d'euros. Et nos deux structures, nos deux entreprises, représentent 600 collaborateurs, 42 000 logements dans lesquels vivent près de 100 000 personnes, ce qui représente une ville à taille de Poitiers. Oui, ce sont aussi 5 000 logements qui sont à nos deux entreprises mis dans le cycle de production. Et chaque année, nos deux organismes investissent plus de 200 millions d'euros dans l'économie locale. Alors, vous êtes issus, on l'a compris, de deux familles différentes de l'habitat social. Qu'est-ce qui vous a amené à collaborer ? Alors, c'est une relation qui s'est construite dans le temps. Il y a plus de 5 ans que cette histoire a débuté. Nous avons échangé entre directeurs généraux, dans un premier temps, sur nos visions du métier, du logement social. Et assez rapidement, nous avons aussi partagé une difficulté qui était la concurrence que l'on pouvait se livrer sur les territoires. Et cette concurrence, elle est destructive de valeurs sur les territoires sur lesquels nous intervenons. Et nous avons décidé de travailler différemment, de mutualiser, de partager à partir de nos expériences, de nos savoir-faire. Et nous avons assez rapidement trouvé des intérêts communs pour faire mieux, différemment, en mutualisant. Alors cheminer ensemble, ça ne veut pas dire se fondre. Nous sommes très jaloux l'un et l'autre de notre indépendance, de notre autonomie, et nos gouvernances aussi, nos conseils d'administration qui ont participé à la mise en place de notre coopération. Nos gouvernances ont toujours été très vigilants sur ce point. La suite logique de nos échanges, de ces partages, a été de mettre en place un outil qui permette de porter nos projets de mutualisation. Oui, c'est comme cela qu'on a créé Coopère en 2016, une société anonyme de coordination. Le nom choisi exprimait déjà la relation de notre partenariat, coopérer entre pairs. Coopère s'inscrit vraiment dans une vision horizontale du partenariat puisqu'il est vraiment co-gouverné à part égale. C'est une société dans laquelle on peut s'appuyer ou sur laquelle on peut s'appuyer par une plateforme de solutions qui regroupe aujourd'hui 3 activités. Un centre de relations clients, la prospection foncière que nous avons mis aussi ensemble dans cette société anonyme de coordination et bien sûr la gestion de syndics social et solidaires. Alors bien sûr, d'abord ça a été réservé à Aquitanis et Mesolia, le temps de structurer et de tester notre modèle. Et puis bien sûr Coopère a fait ses preuves. Et aujourd'hui, on l'ouvre peu à peu, je dirais, à d'autres organismes. C'est comme ça que Tarn-et-Garonne Habitat bénéficie depuis avril 2019 de notre centre de relations clients et d'autres organismes de logements sociaux sont très intéressés pour bénéficier et du centre de relations clients et de la gestion de syndic.
Puisque vous évoquez Coopère, nous avons d'ailleurs le témoignage vidéo de Linda Pradel, qui est la directrice générale de Tarn-et-Garonne Habitat. On la retrouve tout de suite. Alors, Tarn-et-Garonne Habitat, c'est le premier bailleur social du département du Tarn-et-Garonne qui gère 4500 logements répartis sur 73 communes. Alors, il y a plusieurs raisons qui nous ont motivés pour rejoindre Coopère. Déjà, on a commencé à travailler un partenariat avec Mesolia dès 2018. Et un des objectifs de Tarn-et-Garonne Habitat pour 2019 était d'améliorer la gestion de la proximité, la relation client et d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. Donc, un des objectifs était de mettre en place un centre de relations clients. Et notre choix s'est porté sur Coopère. On avait la certitude d'avoir affaire avec à des professionnels du logement social, donc qui connaissent bien les problématiques spécifiques à ce domaine. On partageait aussi un certain nombre de valeurs, déjà avec Mesolia, et qui se retrouvaient dans la structure de Coopère. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'était aussi un acteur du Sud-Ouest. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de raisons qui nous ont fait choisir Coopère. Alors, le bénéfice s'est vu assez rapidement. On a mis en place le centre de relations clients dans le courant du deuxième trimestre 2019. Et très rapidement, on a eu des bons résultats. Et puis surtout, on a eu un retour positif de la part de nos locataires qui se sont exprimés lors de l'enquête triennale de satisfaction. L'idée, c'était pas de faire de la concurrence frontale, mais plutôt un partenariat de bonne intelligence. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans Coopère avec cet esprit de loyauté, on va dire, de coopération, d'amélioration du service rendu. Et c'est surtout une des grandes qualités, c'est que Coopère, c'est vraiment l'émanation de professionnels du logement social. Et de votre côté, en 2 mots, quels sont les enseignements à tirer de Coopère ? Eh bien, c'est une expérience réussie. Je pense que le témoignage qui vient d'être exprimé le montre également. Donc, une expérience réussie entre Aquitanis, Mesolia, Tarn-et-Garonne Habitat. Entre nous, parce que nous avons été capables de travailler ensemble, nous avons appris à travailler ensemble, y compris sur des sujets qui sont extrêmement sensibles, comme la prospection foncière. Et on sait que sur les secteurs tendus comme l'agglomération bordelaise, le foncier, c'est quelque chose d'extrêmement rare et coûteux. Et nous faisons la même chose avec Tarn-et-Garonne Habitat. Et nous avons élaboré ensemble une programmation sur le département. Je pense que toutes ces actions nous ont vraiment permis d'appréhender le levier de la coopération et en faire un véritable succès. Emmanuel Picard, Jean-Luc Gorz, dans ces conditions, pourquoi vouloir aller plus loin ? Eh bien, je pense qu'on a une lecture commune du contexte chahuté dans lequel évolue aujourd'hui le logement social en France depuis maintenant 3 ans. La loi Elan pose un cap de regroupement à échéance 2021 et impose un ordre de marche vraiment accéléré pour atteindre des objectifs élevés à la hauteur donc des enjeux, notamment la production en zone tendue, la production de logements aussi pour les plus fragiles. Et donc cela a mené quoi ? Cela a mené des stratégies offensives d'absorption d'organismes locaux par des grands acteurs nationaux, avec ce qui va de logique de pyramidale, puisqu'en fait, on sent bien qu'il y a une standardisation derrière de l'offre segmentée et souvent de perte d'ancrage dans les territoires. De l'autre côté, on a un autre mouvement qui s'est engagé, celui de la création des sociétés de coordination, pour des raisons principalement défensives, et quelquefois aussi sans réalité vraiment territoriale. Donc face à ces évolutions, nous avions la conviction qu'il était possible de proposer une alternative au service des politiques locales de l'habitat, au service des territoires. C'est notre entrée, ça, le territoire, la réponse aux besoins de territoire et aux collectivités locales. Alors nous sommes inspirés de notre expérience de Coopère, expérience, comme nous l'avons dit, réussie, qui porte elle-même un système coopératif performant, et donc pour aller plus loin, proposer un modèle alternatif d'entreprise en réseau. Donc nous souhaitions proposer une autre voie, une voie différente, parce que chaque voie a ses qualités, ses vertus, mais la voie que nous proposons de la coopération permettait à ceux qui le souhaitent, de continuer à écrire leur histoire en jouant des complémentarités que l'on peut s'apporter
les uns aux autres, en développant toute la palette de métiers et d'offres dont les territoires ont besoin pour concevoir, réaliser, gérer le cadre de vie de leurs habitants. Alors j'aime bien l'analogie environnementale et nous souhaitons, à travers notre projet, participer à la préservation de la biodiversité des acteurs du logement sur les territoires, dans le respect des équilibres de leur écosystème. Il y a donc cette vision que vous venez tous les deux de présenter. Comment êtes-vous passé au projet concret que vous venez présenter aujourd'hui ? Et on a beaucoup travaillé dans une démarche de recherche et développement, et on s'est posé deux questions. Il y avait deux axes de réflexion. La première, c'était quels sont les besoins, les attentes des organismes de logement social sur les territoires. Donc c'était les nôtres, évidemment, et c'était aussi ceux des collègues que nous avons pu rencontrer, avec lesquels nous avons pu échanger. Et puis le second pilier, ce sont les valeurs qui nous animent, que l'on partage, et la manière dont on conçoit la coopération dans le respect et la confiance. Et c'est seulement après, vraiment, qu'on est passé à la construction de ce modèle, la construction du cadre juridique, le modèle économique, l'organisation, en s'appuyant aussi sur des experts pour savoir comment on allait adapter le cadre à nos intentions et pas l'inverse. Ça a pris quasiment 1 an de travail, avec en effet différents obstacles à passer. Et puis on tenait à présenter vraiment aujourd'hui un projet immédiatement opérationnel et viabilisé. On en vient maintenant précisément à ce modèle alternatif. Sur quel principe repose-t-il ? Il y a plusieurs partis pris forts qui ont servi de guide à la construction de notre alternative. Tout d'abord, un modèle pragmatique et opérationnel. Et ça, on le voulait vraiment dans ce sens-là. Un modèle horizontal de coopération sans domination, avec une gouvernance partagée. Un modèle garantissant le pouvoir local de décision où chacun peut rester en prise directe avec son territoire. Et puis, un modèle non capitalistique de libre-échange entre chaque coopérateur. Et je rajouterais également un parti pris complémentaire d'une structure légère pour rester flexible et pleinement dédié au développement des coopérateurs, et non pas une structure qui serait dédiée à son propre développement. Ça, c'est un piège que nous voulons éviter. Et le principe de base, c'est chacun chez soi et plus fort ensemble, pour permettre à chaque acteur, selon ses capacités et ses besoins, de prendre chez les autres, d'apporter, dans une relation, encore une fois, de confiance et dans un cadre qui soit sécurisant. Emmanuel Picard, Jean-Luc Gors, on comprend qu'à vos yeux, c'est Coefficience Cluster Nouvelle-Aquitaine-Occitanie qui incarne ces principes. Mais avant d'aller plus loin, pourquoi ce choix de terme de cluster en ces temps de crise sanitaire ? Alors, évidemment, notre réflexion a démarré bien longtemps avant la crise sanitaire et l'utilisation du mot cluster de manière très courante aujourd'hui et avec une connotation qui n'est pas très positive. Mais par contre, nous le gardons et nous le revendiquons parce que nous pensons que ça définit vraiment bien le projet que nous portons. Donc un cluster, pour nous, c'est quoi ? Donc il y a une définition qui n'est pas forcément une définition de notre milieu du logement social, puisqu'on s'est tourné vers l'extérieur. Nous avons été voir ce qui se passait à l'extérieur pour nous inspirer d'autres systèmes coopératifs. Et donc la définition du cluster dans le domaine du développement local, c'est un ensemble d'entreprises et d'institutions proches géographiquement, partageant un même domaine de compétences, reliées entre elles et complémentaires. Et je pense que cette phrase résume bien ce que nous souhaitons faire. Donc la coopération que nous proposons doit permettre de constituer un véritable levier concurrentiel pour les membres du cluster, en générant, encore une fois, de la création de valeur et une plus-value. Alors un mot au sujet du périmètre, il couvrira à la fois la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, c'est bien ça ? Oui, il s'agit d'un périmètre géographique pertinent au regard de l'ancrage de nos 2 entreprises fondatrices et d'une échelle soutenable de coopération. Il fallait à la fois être sur un territoire suffisamment vaste pour pouvoir intégrer une palette de savoir-faire et de compétences et suffisamment cohérent. Pour servir de cadre au cluster, quel statut avez-vous choisi ? Alors on a choisi un statut de coopérative sans agrément HLM,
Ce statut coopératif, vraiment, on l'a choisi parce que, pour nous, il facilite la coopération. Cela nous paraissait complètement cohérent. Et puis, c'est surtout qu'à la différence d'un secteur aujourd'hui purement marchand, nous avons, en tant qu'acteur HLM, une mission d'intérêt général animée par une vraie dynamique entrepreneuriale. Voilà, la société coopérative d'intérêt collectif incarne complètement ces valeurs. Dans ces conditions, qui peut rejoindre le cluster ? Bien, tous les acteurs de l'habitat social, sur la Nouvelle-Aquitaine comme sur l'Occitanie, quel que soit leur statut juridique, office, société anonyme d'HLM, coopérative, SACICAP, SEM, enfin tous ceux qui œuvrent dans le logement social, et quelle que soit leur taille. Il n'y a pas de question autour de ça. Le choix des membres va reposer sur une cooptation, d'abord par les membres fondateurs, et ensuite certainement dans une gouvernance plus partagée, mais dans un but simple de garantir l'esprit du dispositif qui est proposé. Oui, et au fur et à mesure de la structuration du cluster, on intégrera les candidatures, on les examinera selon les procédures que la gouvernance aura mis en place. Financièrement, c'est très simple et peu onéreux. Il y a juste une entrée au capital d'une somme très modique, et après, on verse une faible redevance annuelle destinée vraiment à couvrir exclusivement les frais de structure très maîtrisés. Et oui, parce que l'objectif est bien de générer des économies par le système des échanges et non pas faire des marges. Pour en venir aux échanges que vous évoquez, ces échanges entre acteurs, comment avez-vous défini les règles de fonctionnement ? Eh bien, il y a 4 règles d'or qui irriguent notre mode de fonctionnement. Tout d'abord, l'exclusivité. Dans la mesure où mon besoin peut trouver une réponse au sein de Coefficience, je m'engage à faire appel d'abord au cluster avant tout autre partenariat extérieur. À l'inverse, les autres coopérateurs s'engagent aussi à faire des réponses seuls ou à plusieurs à toutes les demandes qui sont exprimées. La deuxième règle, c'est la subsidiarité. Si je n'ai pas la compétence ou les moyens financiers de réaliser cette action ou une opération localement, je fais appel à d'autres membres pour la mener avec moi. Et puis, il y a aussi la réciprocité. Chacun, selon ses ressources, peut alternativement mettre à disposition ou bénéficier de ressources. Et une dernière règle, la transparence. Donc les partenariats entre les coopérateurs passent nécessairement par le cluster pour assurer la lisibilité de l'ensemble des interventions et garantir l'équité entre les membres. Les échanges vont être mis en musique dans Coefficience par un coordinateur ou une coordinatrice, et des instances collégiales de suivi vont être mis en place, et une facturation des prestations à prix coûtant sans recherche de marge sera également pratiquée. Le cadre juridique et technique a été précisément étudié pour garantir l'efficience de Coefficience. Pour illustrer le mode opératoire de Coefficience et la manière dont peuvent s'opérer les échanges, des coopérations entre les membres, vous avez réalisé une animation et je vous propose de la regarder.
Alors Jean-Luc Gors, Emmanuel Picard, avec elle on comprend bien le système d'échange, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'application? Oui. Alors le système d'échange peut concerner à la fois des sujets quotidiens, très concrets. Hein. Ce sont les achats groupés, un appui juridique sur telle ou telle question, de l'ingénierie, du conseil. Mais ça peut aussi être des projets d'envergure. Donc je pense notamment à une commune qui pourrait avoir besoin de revitaliser son centre-bourg, réorganiser les espaces, démolir, reconstruire, des opérations d'aménagement qui nécessitent beaucoup de compétences. L'organisme local qui est légitime sur son territoire n'a pas forcément en interne toutes les compétences qui lui permettent de mener cette opération complexe. Il va venir dans le cluster chercher les compétences qui lui sont nécessaires et un membre du cluster lui apportera le soutien dont il a besoin. Ça lui permet de réaliser l'opération et de conforter son positionnement d'acteur local. On peut prendre l'exemple tout à fait d'un organisme qui souhaite développer un programme au Saturbois en préfabrication avec des matériaux biosourcés pour l'isolation. Il manque d'expérience et d'expertise sur le sujet et il est vraiment demandeur d'un accompagnement de son projet sous forme de supervision ou d'échanges réguliers. Et c'est bien au fil de l'eau aussi que les coopérateurs vont pouvoir mettre en musique ces échanges. Et comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Alors je pense que tout le monde comprend bien les objectifs opérationnels, mais au fond, qui y gagne quoi? Eh bien, c'est gagnant-gagnant. Côté organisme de taille modeste, cela lui donne accès à des savoir-faire, à des expertises, comme on l'a dit, qu'il n'a pas internalisé jusqu'à présent et qu'il ne peut pas internaliser faute de moyens ou de volume d'activité. Il peut bénéficier aussi de solutions de la plateforme Coopère à prix coûtant. On l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit notre centre de relations clients, que ce soit le syndic solidaire et social. Mais ici, il peut accroître ses activités en se voyant confier, par exemple, la maîtrise d'ouvrage déléguée, ou en prenant la charge de la gestion de proximité d'opérations sur son périmètre que d'autres membres seraient venus réaliser. Et puis aussi, il peut faire évoluer son image en changeant vraiment de catégorie en termes d'offres. Et côté Aquitanis et Mesolia, je pense que c'est important aussi de préciser ce que l'on peut obtenir ou venir chercher dans ce dispositif. C'est une question qui nous a souvent été posée en disant quel est votre intérêt à agir. Mesolia, vous êtes déjà dans un groupe, vous avez déjà... Voilà. Aquitanis, vous avez une dimension, vous êtes adossé à une métropole importante. Quel est votre intérêt à agir? Eh bien, nous avons aussi, nous, besoin d'aller chercher ou de trouver, quand nous en avons besoin, de nouvelles compétences. Et ça, nous pensons que nous pouvons trouver des réponses chez nos collègues. Nous pouvons bénéficier également d'un maillage territorial pour améliorer la gestion de notre patrimoine. Mesolia a 300 logements dans le Tarn-et-Garonne. Il pourrait très bien confier ça en gestion à Tarn-et-Garonne Habitat. C'est de nouveaux partenariats pour la plateforme Coopère, puisque Coopère repose sur la mutualisation. Et plus on est nombreux, et plus cette mutualisation porte ses fruits en termes d'évolution des coûts. C'est de bénéficier de la très bonne connaissance du terrain de ceux qui vont nous rejoindre dans Coefficience. En effet, sur les territoires, il y a plusieurs façons d'agir, mais on peut très bien, à un moment donné, être sollicité par un membre du cluster pour réaliser une opération en complémentarité ou à sa place. Et dans ce cas-là, nous intervenons avec une légitimité que nous confère ce partenariat. Et enfin, nous cherchons aussi à réguler les charges de travail de nos équipes qui ne sont pas toujours constantes. Alors, à ce stade, c'est-à-dire au tout début du projet, est-ce que vous avez déjà le sentiment d'avoir trouvé un écho autour de Coefficience? Je pense que c'est plus qu'un écho, Jean-Luc. Oui, en effet, Emmanuel et moi, on a rencontré bon nombre d'acteurs du territoire sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et le projet a vraiment été très bien reçu. Plusieurs nous ont fait part vraiment de leur intérêt, dont la SACICAP Procivis Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, le mieux est de laisser la parole à ces structures. Nous sommes allés recueillir le témoignage d'André Lejar, directeur général de Procivis Nouvelle-Aquitaine, et de Jean-Pierre Mouchard, directeur général délégué Procivis Nouvelle-Aquitaine. Le Procivis Nouvelle-Aquitaine est une société coopérative, une société d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Elle fait partie d'un réseau national de 50 SACICAP, donc implantés sur le territoire national.
La raison pour laquelle nous sommes séduits par ce modèle coopératif de coefficience, c'est cette simplicité, cette souplesse de mise en œuvre dans les actions, la transparence qui sera celle des décisions, la gouvernance partagée en dehors de toute logique de groupe, et puis ce statut donc, coopératif qui est le nôtre, celui de la SACICAP, et qui est porteur des valeurs que nous défendons et que nous revendiquons. Alors, les perspectives, c'est effectivement de renforcer ce lien avec les collectivités locales et puis de participer également à apporter une réponse à ces mêmes collectivités sur le plan de la mixité, sur le plan de l'innovation. Ce cluster nous permettra effectivement d'aborder en commun, en partageant des frais, des objectifs, des charges et des objectifs, qui nous permettront de partager et de nous orienter avec beaucoup plus de moyens vers des réponses construites envers les collectivités locales. La SACICAP en elle-même développe des missions d'utilité sociale. Nous allons pouvoir apporter ces missions d'utilité sociale dans le cluster. Et ces missions d'utilité sociale, nous les développons grâce aux activités de nos filiales qui sont essentiellement positionnées sur la construction de maisons individuelles, sur la promotion immobilière, sur le lotissement, sur l'aménagement. Et donc, l'ensemble de ces activités et de ces actions autour de l'habitat et du logement qui viennent accompagner les politiques nationales et locales du logement social sont encore une fois des champs d'action qui nous réunissent, qui nous unissent avec nos partenaires, et nous allons pouvoir apporter tout cela et tout ce savoir-faire que nous avons dans Coefficience. Alors Jean-Luc Gors, Emmanuel Picard, maintenant, quelles sont les prochaines étapes ? Eh bien, après la naissance de Coefficience, la mise en place des statuts, la finalisation des modalités opérationnelles, de la gouvernance, ce qui nous a occupé quand même une bonne partie de l'automne, nous allons passer vraiment à la mise en place opérationnelle. Et puis, dans cette mise en place opérationnelle, le premier acte va être de recruter la personne qui va coordonner Coefficience et bien sûr qui va aussi mettre en œuvre tout l'inventaire qu'il y a à faire, des savoir-faire et des compétences des premiers acteurs qui souhaitent partager et mettre à disposition un certain nombre d'activités. Oui, nous allons faire monter en régime progressivement Coefficience. Ce sont les premières mises à disposition de compétences, de savoir-faire ou de réponses en groupement qui vont pouvoir être maintenant travaillées. Et nous pensons avoir un début d'activité effectif au cours du premier semestre 2021. Et nous allons également répondre à nos collègues qui ont manifesté un intérêt pour Coefficience maintenant que ce lancement officiel a été effectué. Pour conclure et en résumé, pourquoi est-ce intéressant de rejoindre Coefficience ? Parce qu'il s'agit d'un modèle pleinement adapté aux enjeux d'aujourd'hui pour répondre aux besoins des territoires. Les territoires, encore une fois, c'est notre principale entrée. Alors, en proposant un nouveau mode de faire, cette coopération, et dans la nature comme dans notre société, les groupes les plus coopératifs survivent davantage que les autres. Et vous l'aurez compris, le cluster, par sa boîte à outils opérationnels et juridiques, permet à ses membres de faire face à des évolutions structurelles importantes, tout en demeurant un acteur local déterminant. Et parce qu'il s'agit aussi d'un modèle vertueux pour les territoires, il sanctuarise vraiment notre mission d'utilité sociale pour l'ensemble de tous les bailleurs sociaux qu'on est sur les territoires. Il s'entend aussi pour et par le local, au service des politiques locales de l'habitat, et puis aussi il autorise une énergie de projet. On voit bien la puissance d'action et d'innovation qui est en mesure de rassurer les acteurs locaux sur la capacité à faire, tant qualitativement que quantitativement. Parce qu'il s'agit d'un nouveau souffle pour les organismes de logement social, il permet de tisser une toile sur les territoires sur la base d'échanges durables et équitables entre les organismes à travers ce modèle inédit de coopération. Et enfin, il permet de protéger les emplois existants et donne accès
à ceux qui en ont besoin, à des compétences complémentaires, sans alourdir la masse salariale. Et je rajouterai pour finir qu'il permet aussi à chaque membre, quelle que soit sa taille, quel que soit son profil, d'y trouver son compte en développant de nouveaux relais de croissance. Enfin, il génère de la valeur économique, sociétale, technique, bénéfique à tous et qui concilie taille agile avec changement d'échelle. En somme, et si je résume votre pensée, il n'y a rien à perdre. Le seul risque, c'est celui de réussir. En tout cas, c'est cela que vous vouliez transmettre comme message. Merci à vous deux, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.